Bienvenue dans On Vote 2025, le balado d'ONFR qui a suivi toute la campagne durant les derniers 28 jours. On se retrouve aujourd'hui avec Sandra Padovani, notre correspondante parlementaire. Bonjour Sandra. Bonjour Eddy. Et on va parler avec vous de tout ce qui s'est passé durant la soirée électorale de ce jeudi soir avec un gouvernement qui est reconduit au pouvoir. C'est la première fois en 60 ans, en plus de 60 ans, qu'un Premier ministre est reconduit pour la troisième fois dans un gouvernement majoritaire. Vous étiez au cœur de l'action, justement, En dans le effet. quartier général de Doug Ford. Comment ça s'est passé de votre côté? Eh bien, plutôt bien. Donc, comme vous le disiez, j'étais dans le quartier général du Parti progressiste conservateur qui se passait au Centre des congrès de Toronto. J'étais avec une partie de l'équipe d'ONFR sur place. Alors, ça a commencé plutôt timidement. Certains des organisateurs m'ont dit qu'ils s'attendaient à avoir des milliers de personnes. Bon, Ouais. finalement, c'est quelques centaines de sympathisants et de membres qui sont venus. Voilà, c'était plutôt timide. On a entendu quelques acclamations au fur et à mesure que les résultats défilaient sur l'écran en fonction des défaites ou des victoires des partis. Et Et qui a bien gagné sûr, à l'applaudimètre? alors, ça, je peux pas le dire avec certitude, mais tout ce que je peux dire, c'est que dès lors que Doug Ford est arrivé, on va dire, lorsque les résultats étaient plutôt certains, le dépouillement était terminé, voilà, là, il y a eu pas mal Mm. d'acclamations avant, pendant et après son discours. Voilà. Tout est allé très vite en termes de résultats. Est-ce que vous y attendiez? Et qu'en est-il de ces résultats? Que font les progressistes conservateurs comme résultat? Bah oui, effectivement, c'est arrivé très très vite dès la clôture des bureaux de vote. Alors ça nous a pris un petit peu de cours, nous les journalistes sur place, mais bon, pas de grande surprise finalement. On savait avec les projections de vote que le Parti progressiste conservateur l'emporterait, donc ça, pas de Mhm. grande surprise. C'est sûr, bien sûr, il y avait quelques paris. On se demandait combien de sièges le gouvernement pourrait finalement rafler. Bon, le gouvernement sortant a formé une majorité avec 80 sièges. Donc la stratégie de Doug Ford, le fait de miser sur finalement la menace américaine, les tarifs, etc., a été payante. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les ministres de son cabinet, voilà, tous ont été réélus. Oui, la plupart des ministres ont été réélus. Il y Mhm. a peut-être juste une petite ombre au tableau au niveau de Christine Lagarde, mais finalement, c'est passé pour Calandra, Stephen Lecce, etc. Tous Les les membres ministres. forts de son Tout à fait, caucus. Ouais. tous les ministres sont passés. Mhm. Vous disiez que, oui, un mandat fort, mais en même temps pas si fort que ça, puisque c'est vrai qu'il y a des circonscriptions, notamment frontalières, dans lesquelles finalement le parti a contre-performé. Et Sandra, qu'en est-il du côté du nouveau parti démocratique? Alors, si, comme on le disait précédemment, il n'y avait pas de grande surprise quant à la majorité qui formerait un gouvernement, là où il y avait de l'expectative, finalement, c'était pour la deuxième et la troisième place. Qui, entre les NPD et le Parti libéral, voilà, arriverait à tirer son épingle du jeu. Et bon, malgré le fait que les projections favorisaient le Parti libéral en termes d'intention de vote, etc., le NPD, contre toute attente, conserve son statut d'opposition officielle. Donc, c'était la surprise de la soirée. Donc, je peux vous donner un petit peu plus de chiffres. Donc, le NPD a remporté 27 sièges contre 28 sièges avant la dissolution de l'Assemblée. Donc là encore, il n'y a pas une énorme différence. Je peux continuer un petit peu dans les chiffres, mais le Parti libéral a remporté 14 sièges, le Parti vert 2. Comme avant la dissolution, pour le Parti libéral, et donc ils disposaient que de 9 sièges, donc c'est quand même une belle avancée pour eux. Et un indépendant à dénoter, donc c'est Bobby Ann Brady pour Aldermont Norfolk qui a été élu, ce qui est assez rare Hmm. pour un indépendant. Réélue, oui, c'est Ouais. deuxième mandat pour elle. Et puis également, vous avez suivi tout ce qui s'est passé du côté des libéraux, finalement. Victoire, mais en demi-teinte. Ouais, c'est ça. Bah, vous parliez un petit peu plus tôt des acclamations. Bon, au Parti progressiste conservateur, il y a eu de grandes acclamations quand, sur l'un des grands écrans, on a vu la défaite officielle, entre guillemets, des résultats non officiels de Bonnie Crombie. Donc voilà, ça a été un petit peu une défaite douloureuse pour le parti, puisque Bonnie Crombie, donc, qui est la chef du parti, se présentait pour Mississauga East Cooksville contre les conservateurs. C'était un duel, on le savait. Donc malheureusement pour le parti libéral, ça a été une défaite. Donc la leader du parti n'aura pas de siège à l'Assemblée. Ça a été quand même une course assez serrée puisque Bonnie Crombie a perdu à 43% contre 46% pour la candidate progressiste conservatrice Sylvia Gualtieri. Voilà. Faisons un petit focus sur le Nord. La situation Mhm. bouge très peu.
Oui, finalement, pour certaines des circonscriptions plus francophones, on essayait de garder la focale Mmh. sur ces circonscriptions et finalement, ça se maintient de façon. C'est un peu le statu quo. Franz Géina conserve Nickel Belt, Jamie West conserve le siège de Sudbury. C'était beaucoup plus serré, en revanche, pour Guy Bourgoin à Mushkegowuk Bay James, puisqu'il ne gagne finalement le siège qu'à 4 voix. Donc ça reste très serré. Ouais. Il y a un petit changement au niveau de Algoma Manitoulin, qui était aux mains de Michael Manta précédemment, qui perd son siège au profit des conservateurs, le candidat Bill Rosenberg. Oui, ça passe également pour les néo-démocrates dans Timiskaming Cochrane. Mhm. Et à l'heure où nous faisons ce balado, on met une petite option sur Mushkegowuk Bay James, puisqu'il devrait y avoir un recomptage. Donc 4 voix, c'est vraiment un tout petit écart. C'est un cheveu. Mm. Mhm. Et dans l'Est, Sandra? Pas de grande surprise. Pareil, dans l'Est, il y avait quelques duels. Le NPD craignait de perdre quelques positions dans l'Est. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que les députés franco-ontariens conservent leur siège, quel que Ouais, soit ouais. leur bord. Pour les libéraux, Lucie Collard conserve Ottawa-Vanier, John Fraser, Ottawa-Sud. Du côté des conservateurs, Stéphane Sarrazin, sans grande surprise, conserve Glengarry, Prescott, Russell. Donc ça n'a pas trop bougé du côté des députés franco-ontariens, finalement. Stéphane Blais aussi, du côté Mhm. d'Orléans, conserve son siège. Merci Sandra pour ces résultats, ce tour d'horizon des résultats. Vous êtes notre journaliste parlementaire et puis on va retrouver maintenant dans une deuxième partie notre politologue Stéphanie Chouinard pour aller plus en profondeur. Et on se retrouve avec Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal à Kingston. Bonjour Stéphanie. Bonjour Rudy. Avec vous, on plonge dans l'analyse. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que Doug Ford, au lendemain de son élection, là, on peut dire qu'il a obtenu un mandat fort, le mandat fort qu'il espérait? Un mandat fort, oui. Celui qu'il espérait, peut-être pas. Avec 80 élus, évidemment, on est bien au-delà du 63 députés, chiffre magique pour obtenir un gouvernement majoritaire à Queen's Park. Mais on le sait, on s'en était parlé un peu plus tôt cette semaine. Certains sondages pensaient que Ford et son équipe allaient obtenir 90, voire même peut-être une centaine de députés. Oui. Donc, de ce côté-là, les sondeurs se sont un peu mis le doigt dans l'œil. On est beaucoup plus près du statu quo, finalement, avec 79 députés à la dissolution de l'Assemblée. Mais néanmoins, dans tous les cas, là, on va avoir une majorité très confortable. On va gouverner à nouveau avec les coups des franches. Oui, et puis coups des franches sur le thème des tarifs des douaniers américains, des douaniers en tout cas sur les produits canadiens, et puis aussi on veut nettoyer les rues aussi de la criminalité. On veut notamment aussi on pourrait commencer avec la neige, ça serait bien. On pourrait, oui, on pourrait tout à fait. Et puis, oui, construire des autoroutes, mais aussi, il y a ces thèmes qui ont eu du mal à exister. Est-ce que le prochain gouvernement, il va devoir en tenir compte? Je pense au logement. Il y a eu des engagements aussi sur le logement et la santé. Oui, bien, je pense qu'il y a beaucoup de ces éléments-là, sur le court terme à tout le moins, qui dépendent largement de ce qui va se passer avec les voisins américains. On sait que la menace tarifaire nous plane encore au-dessus de la tête. Si les actions du gouvernement fédéral et de certaines des provinces réussissent à convaincre Donald Trump que notre frontière a été sécurisée, qu'il y a moins de fentanyl qui entre aux États-Unis, etc., peut-être qu'on pourra finalement recommencer à parler d'autres choses de façon un peu plus sérieuse. Mais sinon, on l'a vu dans la plateforme du Parti progressiste conservateur, c'était vraiment la question de la menace tarifaire et des emplois qui seront menacés par ces tarifs-là. Donc, comment on s'assure que les employés qui seront peut-être mis à pied ou dont les entreprises auront des difficultés seront soutenus. Et Bonnie Crombie, finalement, c'est une surprise quelque part, ce qui s'est passé avec elle? Bien, une victoire aigre-douce, je pense, pour l'équipe libérale, au sens où on a regagné le statut de parti officiel avec 14 députés. On a aussi augmenté quand même d'une belle embellie au regard du vote populaire. C'est quand même 30% des Ontariens qui sont allés aux urnes, qui ont voté pour le Parti libéral, mais un vote
particulièrement inefficace, c'est-à-dire que ces 30 %-là se sont seulement traduits en un petit nombre de sièges comparé aux néo-démocrates, on y reviendra, qui ont eu 24 sièges avec seulement 19 du vote populaire. Et la grande déception, évidemment, pour les libéraux, Bonnie Crombie, qui n'a pas été élu dans sa propre circonscription. Donc, quand même, d'un point de vue symbolique, c'est difficile pour le Parti libéral, mais ça rendra aussi la tâche plus difficile au parti dans l'Assemblée législative, où ce sera quelqu'un d'autre qui devra se faire le porte-parole du parti au nom de la chef. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour elle maintenant? On pense elle veut rester chef, mais est-ce que le parti pourra en décider autrement? Elle a annoncé durant son discours hier soir qu'elle voulait rester. Bien entendu, c'est pas elle qui a le dernier mot sur cette question-là. Ce sera le parti. Les questions maintenant, c'est est-ce que le parti a réellement un appétit pour une autre course à la chefferie? Est-ce qu'il y aura des jeunes loups qui vont tenter de lui montrer la porte? Ou est-ce que le parti a même les moyens de se payer une course à la chefferie actuellement? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, ça coûte très cher d'avoir un événement de cette envergure-là. Si le parti décide de lui donner une chance, à ce moment-là, j'imagine qu'on attendra une élection partielle. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais où Mme Crombie pourra se présenter et tenter d'obtenir un siège. Mais entre-temps, le temps pourrait être long. On vient de sortir d'une élection, à moins d'un décès ou de quelqu'un qui soudainement décide de quitter. Ça pourrait prendre 1 an, 2 ans avant qu'elle ait son siège à l'Assemblée, là. Et pendant ce temps, Marit Stiles et le NPD qui, eux, parviennent à sauver les meubles, en tout cas se maintenir en termes de nombre de sièges. Oui, considérant ce que les sondages prédisaient pour les néo-démocrates, c'est une équipe qui s'en sort bien. En dépit, je dirais, d'une campagne qui n'a pas su faire lever les passions. Et c'est là où on voit que l'une des forces des néo-démocrates, en fait, c'est les connexions personnelles que les députés ont dans leur circonscription. Le fait que, malgré une campagne difficile, la grande majorité des députés ont quand même réussi à sauver leur siège, même s'il y a eu des luttes chaudes. D'ailleurs, il y en a une qui n'est pas encore décidée dans Mushkegowuk Bay James, Guy Bourgouin, qui l'aurait remportée avec seulement 4 votes. Quand on dit que chaque vote compte, c'est ce genre de circonstances-là dont on parle. Donc, il y aura un recomptage et on verra à ce moment-là si M. Bourgouin réussit à conserver son siège ou si c'est finalement les progressistes conservateurs qui remportent. Est-ce qu'on peut dire finalement que pour les Verts, c'est un bon résultat? On a conservé les 2 sièges qu'on avait, donc on ne perd rien. Ils ont perdu, je pense, quelques 2 points de pourcentage, je pense, sur le vote populaire. On avait des espoirs dans Parry Sound Muskoka avec Matt Richter, qui a quand même très bien performé dans cette circonscription-là. Mais dans le discours de Mike Schreiner hier soir, on sentait la déception de ne pas avoir été en mesure d'aller chercher ces quelques centaines de votes de plus là pour avoir un 3e collègue à l'Assemblée législative. L'abstention, 45,40, en tout cas l'abstention, le taux de participation, qu'est-ce que ça en dit sur notre démocratie, puis par rapport à 2022? Bon, en 2022, on avait une élection en plein été où on avait eu 44 % de taux de participation, donc une très, très mince embellie du point de vue des Ontariens qui ont décidé de se présenter aux urnes cette année, malgré le fait que c'était en hiver. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être un peu rassurant, mais il demeure que 45 % c'est bien en deçà de la moitié des électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote. Donc, on ne peut pas nécessairement célébrer ce résultat-là. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, Stéphanie, dans les discours des chefs jeudi soir? Ce qui m'a marqué le plus, d'un point de vue du ton, une Bonnie Crombie qui était heureuse malgré le fait qu'elle venait de subir une défaite cuisante dans sa propre circonscription. Une Marit Stiles qui, disons, a gardé sa composition, même si, à de maints égards,
en vertu du vote populaire, son parti n'avait pas très bien performé. Ça n'était pas une campagne gagnante pour les néo-démocrates. Doug Ford, évidemment, victorieux. Un discours quand même que personnellement, j'ai trouvé bien. Il a pris le temps de remercier ses adversaires, de remercier les bénévoles aussi qui ont fait du porte-à-porte en hiver, par sa faute. Et ça, bon, on l'oublie, mais ce genre de décence-là dans le discours politique, c'est important. Je pense de reconnaître les efforts des autres équipes dans le contexte démocratique. Évidemment, bon, a réitéré ses promesses, a aussi fait mention dans son discours de certains enjeux sur lesquels on ne l'avait pas du tout entendu parler durant la campagne, notamment, par exemple, les peuples autochtones, qui étaient un angle mort complet durant la campagne. Donc ça m'a un petit peu surpris. On sait que, évidemment, les progressistes conservateurs ont des intentions de développement dans le fameux cercle de feu où on doit avoir par voie légale des procédures consultatives avec les peuples autochtones. Donc, c'était peut-être une façon de commencer à mettre la Préparer table. le terrain. Voilà, pour ce genre de consultation et de procédures-là. Mais sinon, rien qui m'a particulièrement surpris, là. Bon, le prochain gouvernement va devoir naviguer dans un contexte économique qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait être assez périlleux. Ça va être quoi ces prochains défis pour naviguer là-dedans au niveau de ce gouvernement? Ben, l'un des enjeux qui va finir par se présenter, c'est l'enjeu financier pour un gouvernement progressiste conservateur. On s'en souvient l'an dernier, on avait présenté le budget le plus dispendieux de l'histoire de la province. On s'était un peu moqué de Doug Ford en disant que finalement, il était plus dépensier qu'une Kathleen Wynne, alors que c'était un parti qui avait fait campagne sur le retour à l'équilibre budgétaire, etc. On était très, très loin de ça. Pendant la campagne, on a eu la chance de s'en parler. Les plateformes des partis sont demeurées très minces en détail sur justement les intentions budgétaires. C'était notamment le cas de la plateforme progressiste conservatrice qui est arrivée à la 11e heure. Donc, ça, c'est une des questions, je pense, qui va se poser. Combien on dépense et sur quoi on dépense? Si les menaces tarifaires s'avèrent, bon, on a une bonne idée de là où les fonds vont aller. Mais si cette menace-là ne s'avère pas et qu'on retourne un petit peu sur le terrain des vaches habituelles, qu'est-ce qu'on va faire en santé? On ne pourra pas éternellement dire on attend des nouvelles de l'étude de la docteure Jane Philpott. Il va falloir qu'il y ait de l'action sur le terrain. En éducation, combien est-ce qu'on va investir? Ça aussi, c'est des questions qui sont vraiment demeurées en suspens durant la campagne. Et puis, jusqu'où peut aller Doug Ford sans trop froisser non plus l'aile droite de son parti et assumer ce programme. Ça fait beaucoup d'investissements, à la fois dans les routes, à la fois pour protéger les emplois. Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Oui, bien, puis ça, c'est sans parler du 100 milliards de dollars prévus pour ce fameux tunnel sous la 401. Ça va être un dossier, évidemment, à suivre, à savoir si une étude préliminaire démontre une réelle faisabilité de ce fameux tunnel-là. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui disent on n'est pas sûr que ce soit réellement faisable. Et si c'est faisable, ben, ça serait quoi exactement le coût aux contribuables? Oui, puis ça sera peut-être pas un projet qu'on verra, qui naîtra sous le prochain mandat. Enfin, c'est peut-être un projet à très très long terme. Donc on verra s'il se réalise. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir raconté tout ça, de nous avoir emmené dans les coulisses et puis dans l'analyse tout au long de ces 28 jours de campagne. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux nos contenus. On se retrouve sur onfr.org. L'actualité continue, l'actualité politique, mais aussi l'actualité culturelle. Et puis, quant à moi, je vous dis restez branchés et à très bientôt.